Bonjour, bon réveil à tous. Vous avez choisi i24 News pour vous informer et vous avez eu raison parce que vous allez tout voir ce matin et tout savoir avant d'aller au travail. Alors l'actualité de ce lundi 29 décembre, 5e journée de manœuvres militaires en Iran, simple exercice ou démonstration de force. La République islamique est-elle sur le point de renouer avec ses ambitions régionales? On ouvrira également une page politique israélienne avec ce nouveau scandale de corruption à 3 mois seulement des législatives. Rubrique culture enfin avec notre invité, l'acteur et réalisateur David Drache qui viendra nous parler de son film Les violons du bal à l'affiche du festival du film juif de Jérusalem. Et pour commenter l'actualité, à mes côtés, je reçois ce matin Simon Epstein. Bonjour, vous êtes historien et politologue. Mais avant tout cela, on va évidemment donner la place à la presse, celle du Moyen-Orient, avec Maurice Ifergan. Maurice, vous êtes levé aux aurores ce matin pour éplucher pour nous les quotidiens de notre région. Et je crois qu'on va commencer avec les journaux israéliens qui commentent ce matin très largement ce projet de résolution palestinien soumis aujourd'hui au Conseil de sécurité. Exactement, mais je vous ai épargné les affaires de corruption qui sont à la une de tous les quotidiens israéliens. Alors on va commencer par le Jerusalem Post qui affirme à la une que le projet de résolution jordanien sur un retrait israélien sur les lignes de 67 va être déposé aujourd'hui aux membres du Conseil de sécurité. Alors Saïb Arikat a indiqué que le projet est déposé par les Jordaniens au nom des Palestiniens et des pays arabes. Les efforts pour obtenir un soutien des membres du Conseil de sécurité vont se poursuivre jusqu'à la dernière minute, a déclaré Arikat. Il est donc probable, selon cette phrase, que les Palestiniens n'ont pas encore les 9 voix nécessaires pour faire adopter leur projet de résolution. Les menaces de ratifier le traité de Rome si la résolution est rejetée vont donc bon train et sont de plus en plus pressantes. En tout cas, le projet qui demande un retrait sur les lignes de 67 devrait être voté mardi ou mercredi, à condition que les États-Unis n'imposent pas leur droit de veto. Simon Epstein, une réaction. Les États-Unis avaient demandé à leurs alliés de reporter le vote après les élections législatives en Israël. Les Palestiniens ont fait la sourde oreille. Les Palestiniens s'entêtent. Bon, je suppose qu'ils ont fait leur choix. On verra ce que ça va donner. Alors nous, on continue avec Israël Hayom, le quotidien gratuit qui met l'accent sur la réponse israélienne à cette initiative unilatérale palestinienne, même si Israël se dit convaincu que les États-Unis tiendront leurs promesses et utiliseront leur droit de veto. Le ministre Yuval Steinitz considère qu'il est impossible de laisser passer et si le projet est adopté, il faudra alors envisager tout simplement le démantèlement de l'autorité palestinienne. Selon le ministre chargé des renseignements, il ne faut plus prendre de gants avec Mahmoud Abbas, c'est notre ennemi, pas moins que le Hamas, a-t-il dit, même s'il ne tire pas des missiles. Son offensive diplomatique contre Israël est dirigée aussi contre le peuple juif. Le ministre ne dit pas dans le quotidien si le démantèlement de l'autorité palestinienne signifie un retour de Tzahal dans les villages et les grandes villes palestiniennes de Cisjordanie. Je crois que la presse israélienne s'intéresse également à cette réconciliation entre deux acteurs majeurs au Proche-Orient, l'Égypte et le Qatar. Oui, l'alliance entre le Qatar et l'Égypte a été obtenue, affirme Haaretz, par l'intermédiaire de l'Arabie saoudite, un rapprochement entre pays arabes sunnites modérés d'une importance stratégique extrême, affirment des sources sécuritaires et politiques à Jérusalem. Il devrait permettre de stabiliser la situation dans la bande de Gaza, dans la mesure où le Qatar, vous le savez, entretient des relations serrées avec le Hamas. La presse, affirme le quotidien, a déjà affirmé que le Qatar se serait engagé à stopper son soutien financier au Hamas, mais l'information, dit Haaretz, n'a pas encore été confirmée. Il pourrait y avoir par la suite un accord. Les aides financières et le pétrole du Qatar seraient transférés dans la bande de Gaza par l'intermédiaire de l'Égypte. Autre objectif de cet accord, stopper le rapprochement qui a eu lieu le mois dernier entre le Hamas et l'Iran. De toute façon, les services de sécurité israéliens, sur la base de messages reçus indirectement du Hamas, sont convaincus que cette organisation est déterminée à ne pas se lancer dans une nouvelle confrontation avec Israël, selon Haaretz. Allez, direction la Turquie maintenant, avec cette visite très commentée par la presse turque de Khaled Mashal, le chef du bureau politique à Ankara. Exactement. Le quotidien turc Today Zaman continue à mettre en avant les relations entre la Turquie et le Hamas. Alors ce week-end, il y a eu une rencontre en Turquie entre Khaled Mashal, le chef du bureau politique du Hamas, et le premier ministre turc Ahmet Davutoglu. La Turquie soutient les Palestiniens dans leurs efforts pour stopper
stopper la judaïsation de Jérusalem, a déclaré le Premier ministre turc. Les Turcs sont également favorables à la réconciliation entre les deux mouvements palestiniens, le Fatah et le Hamas. Et à ce propos, le journal annonce que Mahmoud Abbas devrait se rendre en Turquie le mois prochain, dans la deuxième quinzaine de janvier. Autre précision, en dépit des promesses faites en octobre, la Turquie n'a toujours pas versé les 200 millions de dollars promis pour la reconstruction de Gaza. Pas un penny n'a été reçu des principaux donateurs comme le Qatar, les Émirats arabes unis et la Turquie, a déclaré à ce propos le vice-premier ministre palestinien Mohamed Mustafa. Allez, sur les étalages des kiosques libanais, on s'intéresse de près à ce qui se passe chez le voisin syrien avec ces possibles discussions entre représentants et opposants syriens. Oui, on s'intéresse surtout à ce qui se passe au Caire, puisque les représentants de l'opposition syrienne sont réunis au Caire pour discuter d'un projet de règlement du conflit en Syrie. Alors, en résumé, ils travaillent sur l'établissement d'un gouvernement de transition et surtout l'élection d'un président syrien pour 2 mandats de 4 ans. Alors, le ministre égyptien des Affaires étrangères a indiqué que l'opposition a déjà donné son accord de principe pour participer sur cette base à une rencontre à Moscou avec les responsables du régime de Bachar al-Assad. Une grande nouvelle, mais d'autres sources laissent entendre que l'opposition syrienne souhaite que ces discussions prennent pour base les accords de Genève de 2012. En tout cas, le ministre syrien des Affaires étrangères reste prudent et laisse entendre qu'il pourrait être d'accord pour participer uniquement à des consultations, à des discussions préliminaires à Moscou. Allez Maurice, on referme ce tour d'horizon de la presse du Moyen-Orient avec un quotidien saoudien qui semble très préoccupé par les manœuvres militaires iraniennes. Extrêmement, vous voyez, le titre est très polémique. Téhéran relance la course aux armements avec un drone kamikaze, titre le quotidien. Ce quotidien saoudien, Arab News, affirme que l'Iran relance la course aux armements avec la présentation d'un drone kamikaze à l'occasion des plus grandes manœuvres militaires menées par les forces armées iraniennes. Arab News affirme que l'engin est une bombe volante capable de voler pendant 10 heures environ et munie d'un système vidéo à 360 degrés, une bombe mobile capable de détruire des cibles terrestres et navales. Mais le quotidien affirme que le drone n'a pas encore de nom. Il serait appelé par certains Raad ou Yassir, ça dépend des sources, mais il s'agit d'une copie conforme d'un drone mis au point par la société Boeing et en service dans l'armée américaine, le Scan Eagle, dont 3 exemplaires ont été saisis par l'Iran, affirme Arab News. Merci Maurice Fergan, on vous dit à demain. À demain. En Syrie, le régime de Bachar al-Assad s'est dit prêt à rencontrer l'opposition syrienne pour tenter de trouver une issue au conflit qui sévit depuis plus de 3 ans dans le pays. Les explications de Myriam Aman. 1 an après l'échec des discussions à Genève, initiées par l'ONU, la Russie, principal allié de Bachar el-Assad sur la scène internationale, invite les belligérants en dialogue à Moscou en janvier. Invitation acceptée par Damas selon une source au ministère syrien des Affaires étrangères et relayée par l'agence officielle du régime et la télévision publique d'État. La Syrie confirme qu'elle continuera à lutter contre le terrorisme partout et chaque fois, tant qu'il y en aura sur son territoire. La Syrie confirme également qu'elle est prête à tenir un dialogue avec tous ceux qui croient en l'unité de notre pays, en son intégrité territoriale et qui veulent voir préserver sa souveraineté selon la volonté du peuple de Syrie, qui n'aspire qu'à l'arrêt de l'effusion de sang. Cette rencontre entre le régime syrien et l'opposition n'est pas encore programmée, la première étape étant de trouver un terrain d'entente entre les différentes oppositions syriennes. Il y a la dissidence en exil basée en Égypte, en Turquie et encore au Qatar, la dissidence sur place en Syrie qui a initié la révolte. Il y a les modérés, les islamistes et les laïcs. Moscou propose de les réunir le 20 janvier prochain pour une rencontre informelle. Si cette rencontre est un succès, des représentants du gouvernement syrien seront invités dans la foulée à Moscou pour échanger des avis avec les opposants et pour qu'un dialogue soit lancé entre belligérants. Depuis 4 ans, la Syrie est le théâtre d'une guerre civile où plusieurs forces s'affrontent. Plus de 200 000 personnes ont été tuées, plus de 9 millions de Syriens ont dû fuir les combats, dont plus de 3 millions se sont réfugiés dans les pays voisins. À tout cela, il faut évidemment ajouter l'État islamique, le groupe terroriste qui contrôle de vastes territoires en Syrie et qui ne participera à aucune discussion pour la paix. Simon Epstein, l'initiative russe, prévoit une manœuvre en 2 temps, réunir d'abord les opposants internes et externes, et puis ensuite réunir opposants et dirigeants et représentants du régime syrien. Selon vous, c'est ça qu'il faut, rendre l'opposition plus homogène pour résoudre le conflit ? Ce que ça démontre, c'est que le régime a tenu.
Le régime a tenu. Il a perdu des territoires, il a perdu des populations, il a perdu les hommes, il a tenu. Et donc, il est tout à fait naturel qu'on cherche à s'orienter vers une solution de compromis, mais la question de fond restera, bien entendu, de savoir qui continuera à diriger le pays. Pour Bachar el-Assad et ceux qui le soutiennent, bien entendu, l'opposition peut être associée au pouvoir, elle ne peut pas prendre le pouvoir. C'est autour de cette question que peuvent se dérouler les négociations, si elle progresse, si elle se déroule. Il nous a rejoint sur ce plateau Boaz Bismuth. Bonjour, vous êtes Bonjour. rédacteur en chef des pages étrangères du quotidien Israël Hayom. Alors, discussion cette fois-ci, elle se tiendra très certainement au Caire, puis ensuite à Moscou. Celle de l'année dernière à Genève, c'était sur le départ un échec. Pourquoi ça pourrait réussir cette fois-ci, Boaz Bismuth? D'abord, c'est pas sûr que ça va réussir, mais on espère que ça serait un peu mieux que la dernière fois. Écoutez, il faut certaines choses. Déjà, on va quitter très bientôt le 2014 et Assad est toujours avec nous. Donc déjà, ça c'est un premier point, c'est assez remarquable. On était sûr déjà, et certains avaient prévu, même en Israël, certains qui avaient de très bonnes informations, qu'en 2012 déjà Assad ne serait pas parmi nous. Deuxième point que quand même il faut noter, c'est vrai que le territoire syrien, ce n'est plus le même, mais d'un autre côté, il est prêt lui à accepter même un territoire plus réduit. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, c'est que la communauté internationale, encore en 2014, on voit encore les limites de l'action. La communauté internationale et surtout le président américain, dans lequel ces lignes rouges, on a vu à quel point elles ont des limites. Et le dernier point, qui est pas moins important sur ce point, on parle beaucoup bien sûr comment on va dire, des résultats de cette guerre civile en Syrie, qui est par exemple bien sûr la guerre contre Daesh, mais aussi le Kurdistan. Le fait que encore la communauté internationale ne sait pas encore très bien, y compris les Turcs, est-ce qu'on veut d'un Kurdistan, est-ce qu'on ne veut pas, et là aussi c'est encore un point qu'il faut noter. Maintenant concernant les négociations, et encore un point que j'ai oublié qui est aussi important, la renaissance d'une nouvelle guerre froide, d'un nouveau style dû à ce conflit. Donc on voit que ce qui a commencé en mars 2011 à Daraa en Syrie, regardez tout ce que ça a provoqué et à quel point la Syrie était très différente des autres pays arabes dans ce printemps arabe qu'on a connu. Maintenant, pour les négociations qui vont débuter, écoutez, trop c'est trop. Nous on le pense, ça veut dire nous le commentateur, nous les journalistes, ça veut dire l'opinion publique si vous voulez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Russes et Américains peuvent réellement s'entendre. Aujourd'hui, on sait très bien que Poutine, sa politique à lui, on a vu très bien vis-à-vis des Américains avec Clinton, à l'époque était secrétaire d'État qui avait dénoncé un petit peu les fraudes dans les élections, une vengeance par la suite de la part des Russes. Là encore une fois, on va voir à quel point cette fois-ci Poutine ne voudra pas venger un petit peu tout ce que l'on voit maintenant dans son économie, et on ne va pas dire que les Américains sont neutres dans tout ce qui vient se passer. Je pense bientôt au pétrole et je pense bien sûr au dossier syrien. Donc il faudrait qu'il y ait déjà de la bonne volonté de la part de Russes et d'Américains. Je ne la vois pas encore. Justement, c'est la deuxième fois que les Russes sont à l'œuvre. La première fois, c'était avec l'arsenal chimique de Bachar el-Assad. Les Américains, dans tout ça, ils sont où? Ils ont renoncé à trouver une issue à ce conflit? Ils n'ont pas forcément renoncé, mais on connaît le désarroi qui caractérise la politique étrangère américaine. Les Américains sont partagés entre une volonté de bien faire et de faire la paix, enfin, des bons sentiments, et les nécessités d'un réalisme qui ne correspond pas aux bons sentiments. Et on va trouver les mêmes hésitations de la même manière qu'on les trouve sur d'autres terrains et dans d'autres points du globe, on va les retrouver ici. Pourquoi, selon vous, Boaz Bismuth, Bachar el-Assad accepte à ce moment précis cette médiation russe? Est-ce qu'il y a une importance dans le moment choisi par les Russes pour lancer une telle initiative? Non, mais lui aussi, je pense que Bachar el-Assad aussi joue le temps. Finalement, le temps joue pour lui, parce que n'oubliez pas la pression. Et il a tenu, et chaque justement. Écoutez, dès le moment où il n'y a pas de vide, dès le moment où il y a des conférences, dès le moment où il y a des négociations, dès le moment où les grands de ce monde se rencontrent, en sachant que lui, il est sur place et il le reste, et sur la table, on ne parle pas de son éviction. Pourquoi est-ce qu'il serait en désaccord? Au contraire, ça lui donne de la légitimité. Chaque événement de ce style lui donne encore plus de légitimité et encore plus de droits. Vous direz que c'est la coalition anti-État islamique qui a sauvé la peau de Bachar el-Assad? Dans une certaine mesure, mais ce qui a vraiment sauvé la peau de Bachar el-Assad, c'est le fait qu'il a tenu. À savoir, il y a une partie de la population syrienne, notamment les minorités, notamment les Druzes, notamment les Alaouites, qui ont tenu. Ils ont tenu, tout simplement. Et en plus, on l'avait... Mais là, il fallait pas être un prophète pour le voir dès le départ. Pourquoi est-ce que Ben Ali en Tunisie est parti si vite, et Moubarak, on a vu aussi au Yémen. Et là, le monsieur a tenu. Tiens, pourquoi a tenu? Parce que encore aujourd'hui, fin 2014, il y a c'est-à-dire la grande majorité des dirigeants de ce monde ont peur plus de l'après-Assad que de l'époque Assad, pour diverses raisons. Un, ça peut être pour le Kurdistan, l'autre, ça peut être à cause du terrorisme, le troisième, pour des intérêts. Chacun ses intérêts. Et c'est pour ça qu'il tient. Il tient justement parce que l'après-Assad n'est pas prometteur. Alors, il se murmure que c'est certainement
certainement le Caire qui devrait accueillir dans le courant du mois de janvier cette conférence donc, qui va asseoir à la même table opposants et représentants du régime syrien. Un mot donc sur l'Égypte, c'est le retour du Caire sur la scène de la diplomatie arabe. Il faudrait juste avoir un dialogue entre les opposants aussi pour qu'eux aussi s'entendent un peu avant le c'est ce qui est prévu, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire une manœuvre en 2 temps. Premier temps, une réunion entre opposants, internes et externes, et puis dans un second temps, une réunion avec donc des opposants et les représentants. Un mot sur le Caire, est-ce que c'est le grand retour de l'acteur égyptien sur la scène de la diplomatie arabe? Peut-être pas, le retour certainement. L'Égypte ayant stabilisé à l'intérieur plus ou moins, pas totalement stabilisé, mais largement stabilisé, retrouve sa place dans le monde arabe et le poids qu'elle peut avoir. Oui. C'est un peu marrant, un petit peu, un acteur blessé qui devient un petit peu un acteur soignant. C'est un peu drôle. Hein. Oui. Direction l'Iran à présent avec ces vastes manœuvres militaires qui entrent aujourd'hui dans leur 5e journée. Simple exercice d'envergure ou démonstration de force. Les explications de Maxime Pérez. 4e jour des manœuvres iraniennes baptisées Mohamed, messager d'Allah. Une démonstration de force qui mobilise près de 13 000 soldats. Selon la presse du régime, elle s'étend en mer du détroit d'Ormuz, au golfe d'Aden. Jamais la République islamique ne s'était exercée aussi loin de ses bases. Il s'agit aussi de ses premières grandes manœuvres depuis l'élection de Hassan Rouhani en 2013. Au sol, l'armée de terre iranienne concentre ses mouvements dans le sud-est du pays, dans les provinces du Sistan-Baloutchistan et du Hormozgan. Mais l'exercice permet aussi d'exhiber tout l'arsenal iranien, terrestre et maritime. Les forces du régime présentent ici de nouveaux missiles développés par leur industrie militaire et même un drone kamikaze. Dorénavant, nous utiliserons ces missiles dans tout type de combat antiaérien. Ces missiles pourront être utilisés contre des avions qui pénétreront dans notre espace aérien. Un message dissuasif qui pourrait s'adresser aux États-Unis, alors que l'option de frappe préventive contre l'Iran n'est pas totalement exclue par l'administration Obama, en cas d'échec sur le nucléaire. Les manœuvres se déroulent d'ailleurs non loin du positionnement de la 5e flotte américaine. Les regards se tournent également vers les pays du Golfe, principaux exportateurs de pétrole. En cas de guerre régionale, un blocus iranien du détroit d'Ormuz porterait un coup mortel à leur économie. À l'évidence, Téhéran cherche à s'imposer comme une puissance régionale, redoutée par ses voisins. Boaz-Bidi, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit dans ce reportage? Est-ce que c'est un message dissuasif qui s'adresse et à qui? Oui, d'abord, mais c'est pas nouveau, hein, des manœuvres de la part des Iraniens, on en voit minimum 1-2 par an. De cette envergure, alors de cette envergure, qu'est-ce qu'on apprend là? De cette envergure, alors qu'est-ce qu'on nous apprend un petit peu? Que le baril du pétrole très bas ne les empêche pas encore, et l'économie encore est pas, ils sont pas encore aux abois. Et finalement, bien sûr que c'est un message. On sait très bien que d'un côté, bien sûr, les Iraniens, on se rapproche d'un accord peut-être. D'un autre côté, les Iraniens veulent montrer qu'eux aussi, bien sûr, c'est une puissance régionale et qu'ils n'ont pas peur aussi si demain on ne signe pas un accord avec des Américains, mais croyez-moi qu'ils le veulent. Une offensive, c'est un peu une opération. Mais finalement, on a vu maintenant les images et les photos. Donc soyons réalistes. C'est pas parce que vous voyez des missiles et quelques bateaux. Vous avez, moi, je suis pas un expert d'avions de chasse, mais quand même, j'ai vu des F4. F4, c'est Phantom. Souvenez-vous quand des Phantoms décollaient ici en Israël. Je pense que mon père faisait sa communion. Donc il faut être aussi réaliste. S'exercer jusqu'au golfe d'Aden, peut-être avec la possibilité de fermer le détroit d'Ormuz, c'est quand même une menace sérieuse sur l'économie mondiale. C'est une menace, évidemment. Mais quand même, mettons aussi les choses en proportion. Je pense que les Iraniens essaient d'envoyer un message. Moi, écoutez, les Iraniens, pour justement faire ce genre de message, montrent un petit peu justement les limites et à quel point ils peuvent se retrouver, où ils se retrouvent, parce que derrière les coulisses, on essaie un petit peu de les isoler de façon régionale. Vous savez que je suis plusieurs fois, tous les matins, quand vous m'invitez, un critique du président Obama, mais sur ce point, je pense quand même qu'un travail a été fait, et derrière les coulisses, une certaine coalition a été faite, les Iraniens le voient très bien, et je crois que ça, justement, se montre un petit peu Simon Epstein, selon vous, faiblesse. Cette démonstration de force, elle s'adresse à qui? Aux Américains, comme le prétend Boaz-Bidi? Je voudrais qu'on fasse une distinction entre la réalité du réarmement et la démonstration du réarmement. Là, on a affaire à une démonstration du réarmement qui a des buts politiques. Effectivement, plus on approche d'un règlement ou d'un non-règlement dans les affaires, absolument, dans les affaires nucléaires, il faut montrer qu'il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire, si il n'y a pas de règlement, l'option d'attaque n'existe pas. Et c'est ça qu'on cherche à démontrer, plus ou moins bien.
plus ou moins bien selon ce que serait la volonté américaine d'attaquer, en fait. Est-ce que ce message ne s'adresse pas également aux voisins sunnites de l'Iran? Je pense notamment à l'Arabie Saoudite. Non. Le renforcement iranien vise tout le monde. Il vise les sunnites, il vise les sunnites comme État ou les sunnites comme tendance, il vise les Israéliens, il vise le monde entier, il vise l'impérialisme. Enfin, ça, c'est dans sa globalité. Ce message, précisément, semble lié aux négociations sur l'atome. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Simon Epstein, que l'Iran est précisément au seuil de ses ambitions régionales? C'est un acteur clé en Irak, en Syrie, au Liban également. La voilà proche d'un accord sur le nucléaire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle renoue avec ses ambitions régionales? Tout dépend de ce qui va se passer sur le nucléaire. Boaz Bismuth. Non, juste 2 points. Le premier point. L'Iran, faiseur de stabilité au Proche-Orient? Non, mais deux choses de stabilité. Quelle date nous approchons du 1er avril, là, je vois. Mais pour être sérieux, regardez, d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que M. Epstein vient de dire, et deux choses. La première, quand vous voyez ces manœuvres, alors c'est deux choses que moi je vois aussi dans ces manœuvres. Le premier, c'est si finalement il n'y a pas d'accord, et c'est aussi possible, parce que ce mauvais accord, le nouveau Congrès, va tout faire pour poser obstacle. On entend déjà Mitch McConnell le dire, on entend Lindsey Graham qui était en Israël, qui avait dit très bien que le Congrès compte combattre le président Obama sur ce point. Donc, s'il y a mauvais accord, donc on va remettre sur la table l'option militaire. L'option militaire, voilà la réponse. Deuxième chose aussi, les Iraniens, ici, envoient un message aussi à l'opinion. Vous la pensez encore crédible, l'option militaire? Alors là, sur le deuxième point, l'opinion publique mondiale aujourd'hui est tellement anti-action militaire, surtout sur l'Iran. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la communauté internationale, y compris en Occident, serait même prête à encaisser un Iran nucléaire plus qu'une attaque contre l'Iran. À ce point, ça va juste aussi loin que cela. Donc finalement, les Iraniens, quand ils envoient ce message, il est aussi bien sur ce point, c'est-à-dire pour les États qui pensent à une action militaire et aussi pour l'opinion publique mondiale qui veut surtout pas un autre front. Maintenant, pour la stabilité, pour l'Iran, très franchement, dire que l'Iran est stabilisateur, c'est un peu comme dire un petit peu, je l'avais dit sur Abou Mazen, c'est les Occidentaux qui voient de plus en plus en l'Iran un facteur de stabilité face à un islam sunnite qui est en train de se radicaliser. Alors pour moi, c'est un petit peu si pyromane la nuit, Sami le sauveur le jour. Voilà. Moi, je pense que les Iraniens, on peut voir ça différemment. Les Iraniens appliquent un dicton que tout le monde connaît. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et ces manœuvres ont pour but de dire nous voulons un accord avec les grandes puissances. C'est exactement ça, c'est pas plus. Alors justement, Boaz Bismuth, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que vous étiez souvent un détracteur de la politique étrangère de Barack Obama, que vous trouvez souvent confuse. Alors c'est le discours des républicains américains, c'est également souvent le discours de la droite israélienne. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est précisément l'administration américaine de George Bush qui a affranchi l'Iran de ses deux voisins les plus redoutables, les plus menaçants, qui étaient l'Afghanistan, mais aussi l'Irak? Alors d'abord, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas les républicains en Amérique ou la droite israélienne. Martin Indyk, négociateur qui avait écrit un livre sur la politique extérieure d'Obama, qui est un très proche d'Obama, a fait beaucoup de critiques à son égard. On voit même le New York Times, beaucoup de critiques à l'égard de la politique américaine au Moyen-Orient. Par ailleurs, je tiens juste à vous rappeler que même, on parle de l'Iran maintenant, les sanctions contre l'Iran, au départ, le président Obama ne voulait pas. C'était le Congrès qui avait mis pression. Donc aujourd'hui, ça nous paraît logique. Et on se dit, grâce à ces sanctions, 99 ont voté pour et 1 s'est abstenu au Sénat américain, qu'on est arrivé où on est arrivé. Maintenant, pour le président américain, moi, je n'ai aucun doute sur sa bonne volonté, sa bonne foi et sa politique de wishful thinking. Peut-être un jour arrivera quelque chose. Voilà, regardez, finalement, il a une réussite magnifique. Très bientôt, on pourra venir avec des cigares cubains aux États-Unis. Et bravo, bien sûr, je félicite cela. Mais pour être un peu plus sérieux, chaque président américain, bien sûr, fait de grandes choses. Chaque président américain fait aussi des erreurs. Il ne faut pas oublier, vous évoquez le président Bush fils. Bien sûr, le président Bush fils, c'est pourquoi parler de l'Iran seulement? Le nucléaire, n'oubliez pas un petit peu que Pyongyang a atteint le but qu'elle voulait, pas Obama, mais sous le président Bush. Donc, bien sûr, des erreurs ont été faites par chaque président. On voit aussi à quel point c'est délicat et difficile de gérer tel et tel dossier. Mais pour les Iraniens, très sournois. Et c'est pour ça que moi aussi, je suis de ceux que je suis optimiste et pessimiste. Très pessimiste à l'égard du nucléaire. Je pense que l'Iran va finalement tôt ou tard être ce qu'on appelle un état seuil, c'est-à-dire ils auront la bombe, ils l'auront pas, mais ils auront cette capacité. Ça, c'est la mauvaise chose, qui peut-être on va pas dormir la nuit, mais ça va être pour un certain temps, parce que tôt ou tard, ce régime va tomber. Et n'oubliez pas que sous le Shah d'Iran, déjà avait le programme nucléaire, et ça faisait peur à personne parce que c'était pas les mollahs, c'était le Shah qui était fréquentable. Donc au départ, peut-être ils obtiendront ce qu'ils voulons, mais après ils tomberont aussi. Simon Epstein, la stratégie de Barack Obama vis-à-vis de l'Iran, je dirais
George Bush, c'est une obsession américaine. On a tué le mauvais cochon. C'est the wrong pig. Et c'est clair que l'attaque sur l'Irak était une erreur par rapport à ce qu'aurait dû être une attaque sur l'Iran du point de vue des intérêts américains, bien entendu, du point de vue des intérêts globaux des États-Unis, c'est clair. Et de ce point de vue-là, Obama n'est pas du tout responsable. Il a hérité d'une situation qu'on lui a préparée. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, à son côté, a accusé l'Iran d'inciter au terrorisme en Cisjordanie. Je vous propose de l'écouter et on repart tout de suite après avec nos invités des répercussions sur la politique israélienne. Ces récentes semaines, nous constatons un regain d'activité iranienne pour intensifier les attentats terroristes en Judée-Samarie. Nul autre que l'ambassadeur de l'autorité palestinienne à Téhéran a déclaré qu'il était ravi des instructions données par le maître iranien Khamenei d'envoyer des armes en Cisjordanie. Il a aussi déclaré, je le cite, « Le régime sioniste est une croissance cancéreuse agressive qui, tôt ou tard, doit être éliminée. » J'insiste, ce n'est pas un membre du Hamas qui affirme cela, c'est l'ambassadeur de l'autorité palestinienne à Téhéran. Simon Epstein, à votre avis, les arguments de Benjamin Netanyahu sont audibles aujourd'hui auprès de la communauté internationale? Ils ne sont même peut-être pas forcément audibles auprès de la communauté israélienne, parce qu'il nous faut un partenaire. Si on part d'une stratégie où on refuse tout partenaire, bien sûr, mais il nous faut un partenaire. Et puis il faut le montrer à la communauté internationale qu'on fait des efforts, il faut montrer aux Israéliens aussi qu'on fait des efforts. Et j'avoue, je ne comprends pas où nous mène Netanyahou, à moins que ça s'analyse en termes de virage de la droite vers l'extrême droite. Vous voyez. Il y a peut-être des considérations électorales, c'est ça que vous sous-entendez? Considérations électorales, oui. Considération électorale interne au parti et aussi générale Boaz Bismuth, à votre avis, Benjamin Netanyahou a trop crié au loup, plus personne ne l'entend à présent? Alors, vous savez, il avait son discours aux Nations Unies, je pense que c'était l'Assemblée Générale, c'était le 8e ou le 9e, n'est-ce pas? Et puis on entendait ici les commentateurs, bien sûr, assez fatigués de ce même discours. Alors, le problème est le suivant, c'est que la réalité ne change pas. L'Iran est resté finalement le même Iran, Rouhani nous fait le coup Khatami, on sait très bien. Sauf que les gens sont un peu fatigués parce qu'encore une fois, les gens veulent écouter autre chose. Mais la réalité ne change pas. Qu'est-ce que vous faites? C'est un petit peu, ça me rappelle un peu le printemps arabe. On fait maintenant le résumé de l'année. Souvenez-vous, y compris New York Times, un grand journaliste qu'on ne va pas citer parce qu'il n'est pas venu ce matin pour réagir. Mais imaginez par exemple ce monsieur qui parlait déjà de magnifique démocratie. Et puis en Égypte, et puis on l'a finalement et dans tout le monde arabe, et puis ça ne s'est pas produit. Qui était un des premiers dirigeants au monde qui avait dit un instant il y aura un hiver islamiste juste après qui nous attend? C'était aussi Netanyahou. Est-ce qu'il était élégant à l'époque? Bien sûr qu'il n'était pas élégant. Donc évidemment, c'est très très facile bien sûr de critiquer Netanyahou, sauf qu'on oublie un petit peu le contexte. Non, sur ce qu'il vient de dire maintenant, il est évident que chaque chose qui va être dit maintenant de Bennett ou Besson Netanyahou, que ce soit Zehava Galon ou Tzipi Livni, d'ici le 17 mars, tout est politique. Et comme nous sommes dans un système politique dans lequel tout est sauf stable, donc même après le 17 mars, tout sera politique encore. Merci Boaz Bismuth, merci Simon Epstein, merci Maurice Fergan. On va se retrouver dans un instant après un nouveau journal pour parler cette fois-ci de politique israélienne avec ce nouveau scandale de corruption qui éclabousse le parti d'Avigdor Lieberman. Israël Beitenou, restez avec nous, ne bougez pas. De retour sur le plateau du Morning avec nos invités qui vont commenter avec moi l'actualité. Boaz Bismuth, vous êtes rédacteur en chef des pages étrangères du quotidien Israël Hayom, et Simon Epstein, historien et politologue. On va ouvrir à présent une page de politique israélienne avec ce nouveau scandale de corruption qui éclabousse le parti Israël Beitenou, le parti du chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman, et ce à 3 mois des législatives anticipées. 30 personnes ont été interpellées la semaine dernière, dont une vice-ministre, Faina Kishenbaum, et un ex-ministre du parti Israël Beitenou. Avigdor Lieberman, lui, crie à la manipulation électorale. Je vous propose de l'écouter, on en reparle tout de suite après. Il s'agit là d'une manœuvre préparée et planifiée avec précision. C'est une enquête qui coïncide étrangement avec le calendrier électoral. Oui, on est donc en droit de sourciller, de se poser des questions. Soyez certains que jusqu'au dernier jour de la campagne, il y aura de nouvelles gardes à vue, de nouvelles fuites dans la presse, que de tels agissements vont nous accompagner pendant les mois qui viennent. Messieurs, est-ce que vous êtes surpris de cette nouvelle affaire de corruption en pleine campagne électorale?
Surpris, d'abord vous m'avez présenté comme chef service étranger, donc j'ai rien à dire sur les élections israéliennes, mais pour être sérieux maintenant, parce que c'est assez compliqué. Déjà, Lieberman, je suis d'accord dans une chose, d'ici les élections, on va voir encore beaucoup de rebondissements, beaucoup d'arrestations, et pas seulement dans le parti Israël Beiten, on a vu hier justement dans le parti Chasse aussi, pas très joli ce que l'on voit. J'avais prévu, et je l'ai dit ici sur ce plateau, je le répète encore une fois. C'est les Dr Spin qui sont à l'heure. C'est pas seulement Dr Spin, ça va être une campagne très sale, ça va être une campagne vraiment pas élégante du tout. Enfin, ça se voit déjà. Dans une démocratie, personne bien sûr, on a une démocratie, mais il y a aussi des limites. On fait pas des enquêtes à la commande. Non, alors là maintenant sur ce point précis. Déjà, il y a une question. Fallait-il attendre après les élections ou présenter tout cela? Moi, je suis de ceux qui pensent que on a déjà souvent dit pour des enquêtes sur des présidents nommés ou des premiers ministres élus qu'on savait certaines choses, qu'on soupçonnait. Et pourquoi est-ce qu'on a attendu justement qu'ils soient en poste? Et après, c'était le défi était beaucoup plus grand et la tâche pour l'État d'Israël aussi était, ou pour la classe politique si vous voulez, ou pour l'image du politique israélien, était beaucoup plus grande et importante. Donc je pense que l'enquête doit avoir lieu. Je pense que ceux qui aujourd'hui se plaignent doivent d'abord regarder chez eux. Alors c'est vrai que vous savez qu'il y a quelques dizaines, il y a une trentaine, n'est-ce pas? Il y a de nouveaux noms qui surgissent. Bien sûr, tant qu'ils n'ont pas été inculpés, bien sûr, on va leur donner un petit peu le doute, le bénéfice du doute, évidemment. Mais je pense que quand même, sur ce point, l'enquête a quand même... Il y a un point que Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, a quand même oublié. L'enquête a débuté quand? L'enquête a débuté il y a un an. Personne pensait il y a un an, à l'époque, que les élections vont avoir lieu le 17 mars. Et soyons honnêtes, depuis de longues années déjà, on collectionne les enquêtes. Il y a beaucoup trop d'enquêtes en Israël, soit pendant une campagne électorale, soit dans les périodes normales. Donc je pense que là, Lieberman se trompe un peu. Lieberman a recours au thème du complot, il y a une espèce de complot contre son parti. Il y avait recours quand il était lui-même soumis à une enquête et soumis à une procédure judiciaire. Tout le monde y a recours. Quand Derry a été inculpé et puis ensuite condamné, Chasse a brandi la thématique du complot anti-séfarade, anti-religieux, anti-orthodoxe. Et donc, Lieberman réagit de manière tout à fait naturelle. Ce qui est très impressionnant, c'est la quantité des gens qui ont été arrêtés, qui ont été inculpés. Ce qui est très intéressant et fondamental, c'est les descriptions qu'on a du système qui a été mis, qui est véritablement un système de phagocytage de l'État de l'intérieur, à savoir la possibilité de transférer des fonds à des groupes, et ces groupes restituent une partie des fonds à des personnes privées. C'est pas je vais ajouter juste un point qui est très important. Il y a eu déjà des histoires de financement illégal en Israël, mais dans les cas où c'est un financement du parti, il y a une certaine justification, c'est illégal, mais il y a une certaine justification dans la mesure où on peut dire... Mais là, il s'agit d'un financement privé, à savoir, c'est du vol privé. L'argent arrive à des personnes individuelles, dans la poche des gens. Du vol privé, en plus avec de l'argent public, oui. L'argent du contribuable, c'est l'argent des impôts en plus. Donc ça, c'est aussi une chose qui choque l'Israélien. Là, il s'agit de notre propre argent. Alors cette stratégie de victimisation, justement, est-ce qu'elle peut s'avérer payante? On a vu que dans les différentes affaires qui ont inquiété Avigdor Lieberman mais d'autres partis, cela n'a affecté en rien finalement le score électoral d'Avigdor Lieberman, ni d'Aryeh Deri d'ailleurs avec le Chasse. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans ce même scénario? Alors c'est une question fondamentale. Chasse, aux élections de 1981, a eu 17 députés. Et une grande partie de ces 17 députés venait du sentiment qu'un mal effroyable avait été fait à notre leader et on l'avait attaqué parce qu'il était séfarade et parce qu'il était religieux. Est-ce que ça va jouer avec l'électorat de Lieberman? Ça n'a pas joué aux élections de 2009 et de 2013. Non, ça n'a pas joué. Mais est-ce que ça va jouer maintenant? Est-ce que Lieberman va réussir à créer une dynamique de vous voyez bien, on est persécuté, vous voyez bien, nous sommes victimes? C'est pas évident. Sauf que l'électorat d'Avigdor Lieberman était un électorat majoritairement russophone, peut-être peu regardant sur ce genre de pratique. Aujourd'hui, l'électorat d'Avigdor Lieberman est en train de changer. On sait qu'Avigdor Lieberman lui-même est en train d'opérer un recentrage, il est en train d'essayer de conquérir le centre de l'échiquier politique israélien. Est-ce qu'il va être sanctionné cette fois-ci? Moi, je pense que là, c'est le risque de Lieberman. Lieberman joue vraiment le tout pour le tout. Et analysons un petit peu ce qui se passe dans la tête de M. Avigdor Lieberman. Avigdor Lieberman veut être Premier ministre.
Il était ministre des Affaires étrangères, un terme, 2 fois, il peut être ministre de la Défense s'il veut demain matin. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est d'être Premier ministre. Très bien. Il sait très bien qu'il ne pourra pas être tout seul. Ça veut dire que maintenant, on a cette nouvelle mode de rotation. Avec cette rotation, ce que Herzog et Tsipilivni ont fait, lui peut être aussi Monsieur Premier ministre en rotation. Soit d'un côté, avec la gauche, Tsipilivni s'écarte et lui il le fait avec Herzog, soit même à dire à Netanyahu, si Netanyahu a besoin de ses voix, voilà, je suis prêt, mais 3 ans toi, 1 an moi, 2 ans moi, 2 ans toi. Alors on va retrouver tout de suite, Boaz Minute, je vous redonne la parole immédiatement après. On va retrouver en direct de Jérusalem Daniel Haïk, notre analyste politique. Daniel, bonjour. Daniel, est-ce qu'on en sait un peu plus ce matin sur la ramification de cette enquête? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les éléments de l'enquête? Bien, écoutez, on comprend que cette enquête est en train de s'étendre, puisqu'elle n'implique pas seulement la première vague d'arrestations de personnalités proches d'Israël Beiteinu, et en particulier la vice-ministre Faina Kirschenbaum, mais aussi un homme qui est considéré comme très proche d'Avigdor Lieberman, Moshe Leon, qui a été un directeur général de la présidence du Conseil et qui était, il faut le rappeler, l'année dernière le candidat conjoint d'Avigdor Lieberman et d'Aryeh Deri à la mairie de Jérusalem. Aryeh Deri et Avigdor Lieberman, alors ce sont 2 personnes qui ont eu des mêlées avec la justice israélienne. Et bien entendu, la grande question que l'on se pose ici à la suite de ces développements, c'est est-ce que Avigdor Lieberman est impliqué? On a du mal à imaginer que Avigdor Lieberman, qui règne en main de maître, qui dans son parti, qui véritablement est un parti, on va dire, très autoritaire, très dictatorial, puisqu'on le sait par exemple, il n'y a pas de liste électorale qui est élu par les primaires, mais c'est Lieberman qui détermine la liste électorale aux élections. Est-ce que Lieberman est impliqué dans cette affaire de corruption? On a du mal à imaginer que Avigdor Lieberman, sachant qu'il y a parmi les suspects des gens comme Moshe Leon, comme Faina Kirschenbaum, n'ait pas pu être au courant de ce qui se passait dans son parti. Daniel Haïk, c'est pas la première fois qu'Avigdor Lieberman est visé. La dernière fois, c'était donc l'année dernière où il a été acquitté en novembre dernier pour une autre affaire de corruption. Cette fois-ci, est-ce qu'il va réussir à se désolidariser justement de ses proches qui sont impliqués dans cette affaire? Écoutez, il y a un phénomène très intéressant. La presse israélienne, ou en tout cas une partie de la presse israélienne, je veux parler en particulier du Ma'ariv, je veux parler par exemple même du Yediot Aharonot et de la seconde chaîne de télévision, font tout pour faire une distinction, un distinguo entre Avigdor Lieberman, le leader, et son parti qui est en train donc de sombrer, en particulier également dans les sondages. Il faut rappeler que les sondages du dernier week-end étaient très défavorables envers le parti d'Avigdor Lieberman. Et ils font une distinction parce qu'Avigdor Lieberman, effectivement, au cours des derniers mois, des dernières semaines, a pris des positions très au centre, on va dire. Certains diront même plus à gauche, en affirmant que finalement il fallait reprendre l'initiative dans le processus de paix, en soulignant la position en se solidarisant avec John Kerry, avec l'administration Obama, alors que l'on sait l'animosité qui existe entre cette administration et Benjamin Netanyahou. Donc il y a eu des positions qui ont été prises de pragmatisme de la part de Lieberman, qui ont suscité un certain soutien de la part d'une partie de la presse israélienne en faveur d'Avigdor Lieberman, qui voudrait bien le distinguer de la crise qui est actuellement au sein de son parti. Et finalement, on a quelque part le sentiment qu'Avigdor Lieberman est dans une position très délicate. D'un côté, effectivement, il a recentré ses positions, mais d'un autre côté, effectivement, son opinion publique risque de ne pas tout à fait comprendre où il va. Est-ce que Avigdor Lieberman est aujourd'hui un homme de centre-gauche, ou il reste un nationaliste de droite? Et tout cela risque de troubler, dirons-nous, son électorat traditionnel. Et cela est peut-être le résultat, c'est ce que l'on voit peut-être aujourd'hui à travers les résultats des sondages de ces derniers jours, le parti qui n'a aujourd'hui que 5 ou 6 mandats. Et Lieberman ne pourra pas être le candidat du compromis qu'il aurait peut-être voulu être entre d'un côté Yitzhak Herzog et de l'autre
l'autre côté Binyamin Netanyahou, s'il n'a pas un parti suffisamment fort, s'il n'a pas au moins 15 à 17 députés. Et effectivement, dans le contexte actuel, dans la conjoncture actuelle, on ne voit pas comment le parti d'Israël Beiteinu pourrait remonter comme cela dans les sondages. Daniel Ek, j'aimerais à présent qu'on parle d'un autre parti de la droite nationaliste. Il s'agit du parti de Naftali Bennett, le Foyer Juif, qui lui est crédité selon tous les sondages aux prochaines législatives anticipées de 15 à 18 sièges. Comment vous expliquez, Daniel, que ce parti qui était encore en déclin, on peut dire, il y a encore quelques années, soit aujourd'hui en pleine ascension? Bien, c'est très simple. Le parti, la mouvance sioniste religieuse qui représente environ 700 à 800 000 personnes dans la population israélienne, mais qui est soutenue également par des gens, des juifs traditionnalistes, on peut dire. Eh bien, cette mouvance s'était distinguée dans de nombreux domaines, comme en particulier dans l'armée. On l'a vu lors de l'opération dans la bande de Gaza l'été dernier, mais également dans la haute technologie, dans la médecine. Eh bien, cette mouvance sioniste religieuse avait du mal à trouver un leader au niveau politique, avait du mal à trouver une figure au niveau politique. Et cette figure, elle l'a trouvée à travers Naftali Bennett, qui est un homme qui est effectivement de la mouvance sioniste religieuse, mais qui est un homme ouvert, qui est un homme qui a adopté des positions concernant l'ensemble de la population de manière très favorable à une ouverture vers l'ensemble de la population. Et ce que l'on peut expliquer, c'est que, d'une certaine manière, Naftali Bennett applique une partie de l'idéologie sioniste religieuse qui est celle de la collectivité, de l'ensemble de la population, d'être représentant non seulement du mouvement sioniste religieux, mais de l'ensemble de la population israélienne. Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, il veut faire de son mouvement un mouvement général. Et c'est la raison pour laquelle, dans la liste électorale du parti aux prochaines élections, il y aura plusieurs personnalités qui ne sont pas religieuses obligatoirement, qui sont proches de la tradition, on va dire, mais qui ne sont pas religieuses et qui reflètent la volonté de Naftali Bennett de faire de son parti un mouvement qui dépasse la mouvance sioniste religieuse et qui peut s'imposer comme une alternative, par exemple. Derrière vous, le Parlement israélien. Merci beaucoup, Daniel Ek. Messieurs, j'aimerais vous faire réagir sur cette statistique étonnante peut-être et paradoxale à la fois, publiée hier par le quotidien israélien de gauche Haaretz. 22% des Israéliens s'identifient à la mouvance sioniste religieuse sans pour autant être des juifs, selon leur propre aveu, des juifs pratiquants. Il y a là un problème de stratégie du sionisme religieux. Le sionisme religieux, pendant très longtemps, a fonctionné d'une manière suivante, à savoir les dirigeants étaient sionistes religieux, les électeurs étaient sionistes religieux. Ce que Bennett essaye de faire maintenant, c'est un nouveau type de stratégie qui consiste à dire nous restons sionistes religieux, mais nous nous étendons, dans certains de nos députés et dans notre électorat, nous nous étendons à des non-religieux. Le but est de se transformer d'un parti qui aurait représenté 8, 10, 12 députés à un parti qui en représenterait 17, 18, 20. Donc ça, c'est la stratégie du parti, mais comment vous expliquez qu'elle puisse autant séduire les Israéliens, cette stratégie? Elle séduit de la même façon qu'une partie des électeurs de Chasse n'était pas orthodoxe. Une partie des électeurs de Chasse, même à l'époque où Chasse était un grand parti, étaient des gens qui disaient c'est bien qu'il y ait des rabbins. Moi le samedi, le samedi, je vais au football et personne ne m'interdira d'aller au football le samedi. Mais quand je vote à la Knesset, je veux que les gens qui me représentent soient, eux, ultra-religieux. Et donc, il est tout à fait possible qu'on retrouve ce phénomène de gens qui disent « moi, je les aime bien, je ne suis pas comme eux ». Je ne suis pas tout à fait comme eux, mais je les aime bien et je veux qu'ils y soient. Alors pourquoi on les aime bien, justement, ces sionistes religieux? Qu'est-ce qui fait qu'on les aime bien? D'abord, ce n'est pas du tout une contradiction. Il faut savoir un petit peu être en Israël pour un petit peu, comme votre invité vient de dire à l'instant, on est dans un pays dans lequel on peut faire le kidouche avec la télévision allumée, regarder les infos le vendredi. Ce n'est pas contradictoire pour la bonne raison que la grande majorité des Israéliens sont. On ne va pas les mettre comme laïcs, on ne va pas les mettre comme religieux, on va les mettre comme traditionnalistes. Ça, c'est la grande majorité des Israéliens finalement. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme vous avez un espèce de vide à l'opposition, parce que finalement Herzog et Livni, c'est pas les gens les plus populaires, Lieberman avec ses scandales, d'autres partis beaucoup trop religieux, beaucoup trop arabes, beaucoup trop ce que vous voulez. Puis par la suite, Netanyahu aussi, les gens veulent peut-être du changement, un petit peu fatigués. Et comme ce parti, quand même, le parti de Bennett a des valeurs finalement, et des valeurs qui plaisent, c'est beaucoup de jeunes aussi, beaucoup de jeunes, soit les jeunes, soit les plus âgés qui aiment bien, qui se retrouvent dans ce ancien parti du Mafdal. Donc si vous voulez, Bennett, avec aussi sa personnalité, réussit à faire le plein des valeurs, les pleins de la droite, les pleins de ceux
ceux qui veulent un jeune dynamique, les pleins qui sont un peu, qui languissent un petit peu l'époque un peu de beau. Tout ça, si vous voulez, l'amène aujourd'hui dans les sondages à 15 à 17 voix. Et c'est assez étonnant, regardez comme la roue tourne. Souvenez-vous, au début de la coalition de Netanyahou, il y avait Lapid, il y avait Bennett, les deux frères, si vous voulez. Lapid était dans le vent et c'était lui le monsieur élégant, et Bennett tranquille attendait très bien parce qu'il savait très bien que derrière les coulisses un petit peu, son réservoir était beaucoup plus important, était beaucoup plus solide. Merci Boaz Bismuth, merci Simon Imstein. À suivre dans votre morning, on retrouvera notre éditorialiste de politique étrangère, Christian Mallard, pour parler de la fin de l'opération de l'OTAN en Afghanistan. Ne bougez pas. Cérémonie officielle, drapeau plié, discours de victoire. L'OTAN a mis fin hier à 13 années de guerre en Afghanistan, dans un pays toujours en proie à l'insurrection des talibans. Léa Berdugo. La cérémonie a été tenue secrète jusqu'au dernier moment. Après 13 ans de mission en Afghanistan, la force de l'OTAN, l'ISAF, a baissé son drapeau ce dimanche. Le commandant John Campbell a tenu tout d'abord à féliciter ses soldats et à dresser le bilan. Nous avons sorti le peuple afghan des ténèbres du désespoir et leur avons donné de l'espoir pour l'avenir. Le chemin à parcourir reste difficile, mais nous triompherons, a-t-il ajouté. En effet, les violences récentes ont souligné la difficulté de lutter contre les talibans. Selon l'ONU, en 2014, les victimes civiles ont augmenté de près de 20%. Difficile donc pour les 350 000 hommes des forces de sécurité afghanes d'assurer la sécurité du pays. Cette année, elles ont subi de lourdes pertes. 4 600 de leurs soldats sont morts. Côté afghan, on reste confiant dans l'avenir. Les forces de sécurité nationale afghanes sont prêtes à assumer l'entière responsabilité de la protection du peuple afghan. L'OTAN quitte, mais une mission de transition prend le relais le 1er janvier. 12 500 hommes aideront et formeront les soldats afghans. Face à l'armée régulière, les talibans restent extrêmement actifs. Selon le porte-parole des insurgés, les 13 années de la mission américaine et de l'OTAN ont été un échec absolu. Ils espèrent profiter des rivalités entre le président Ashraf Ghani et son ancien opposant Abdullah Abdullah pour rester en position de force en cas d'éventuelles négociations avec le nouveau gouvernement. Et on va retrouver tout de suite notre éditorialiste politique étrangère, Christian Mallard. Bonjour Christian Mallard. Bonjour Cyril. Est-ce que vous diriez que ce bilan de ces 13 années est plutôt positif, comme le prétend le général Campbell, ou plutôt un échec cuisant, comme le prétendent les talibans? Je dirais un échec. Cuisant peut-être pas, mais un échec. Les soviétiques se sont cassés les dents en Afghanistan au bout de plusieurs années. Ils sont partis la tête basse. Et là, les Occidentaux n'ont pas à pavoiser. C'est un échec. Moi, je suis quand même très surpris. Quand j'entends, au bout de 13 ans, le président Obama qui dit « Les États-Unis sont plus en sécurité aujourd'hui et l'Afghanistan est capable d'assurer sa propre sécurité ». Et puis dans le même temps, j'entends le porte-parole du gouvernement afghan, Hanif Atmar, qui dit « Nous sommes prêts, bien sûr, on a été préparés à défendre notre pays, mais on ne peut le faire encore aujourd'hui sans assistance étrangère ». Et cet homme est en train de nous dire « On n'a pas assez d'armes lourdes, on n'a pas assez d'hélicoptères d'attaque ». Et puis ce qu'il faut préciser, c'est qu'au sein de l'armée afghane, il y a beaucoup de désertions, et puis il y a beaucoup de collaborateurs avec les talibans. Comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'on puisse dire que tout va aller pour le mieux? Obama a retiré en effet 90% de ses troupes aujourd'hui d'Afghanistan. Ça avait été une promesse qu'il avait faite au moment des élections. Il avait retiré les troupes d'Irak aussi. On a vu le résultat. Donc il n'y a pas de quoi être vraiment optimiste. Je dirais même que ce retrait a lieu au moment où précisément les talibans intensifient leurs attaques contre le nouveau gouvernement dont vous parliez à l'instant à juste titre, un gouvernement qui a du mal à cohabiter avec deux hommes qui se détestent, Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah, qui, vous vous rendez compte, depuis qu'ils sont en poste, n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour nommer un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Défense et un ministre des Renseignements. Comment voulez-vous que ça marche? Et les talibans profitent de cette situation, et je dirais aussi bien que du côté afghan que du côté pakistanais. On a vu le 11 décembre dernier cette attaque qui a été perpétrée contre une école militaire à Peshawar, qui a fait 142 morts, c'est le bilan le plus horrible dans toute l'histoire du Pakistan. On voit bien que la situation demeure très instable. On comprend bien, Christian Mallard, que vous semblez critiquer à mots couverts la politique du président Barack Obama. Est-ce que vous diriez que ce retrait d'Afghanistan, c'est la poursuite de la politique néo-isolationniste de Barack Obama, le fameux « leading from behind », conduire, mais plutôt de l'arrière? Oui,
fait d'accord avec vous, Cyril. Le problème, c'est que quand je vois les résultats, Obama s'est trompé en Irak. On voit la situation aujourd'hui telle qu'elle est, puisque ce régime irakien est aux mains du régime iranien, hein, n'hésitons pas à le dire. Et en Afghanistan, moi j'ai toujours pensé qu'à partir du moment où on allait retirer l'essentiel des troupes, même si on laisse 12 500 à 13 500 conseillers militaires ou formateurs qui restent là auprès de l'armée afghane, j'ai toujours pensé que de toute façon, les talibans auraient la partie belle et reviendraient en force. Alors naturellement, Obama argue du fait qu'on a quand même tué Bin Laden, on a tué quelques chefs d'Al-Qaïda. D'accord, très bien, bravo. Mais sur le fond, sur le problème, sur le terrain, les résultats sont toujours là. Les talibans ne sont pas du tout affaiblis. Ils vont revenir en force et on va avoir un nouveau problème, un nouveau pour l'Occident, pour l'OTAN, pour les Américains et nous autres. Merci Christian Mallard en direct depuis Paris. Merci Cyril. Et me voilà entouré de nos deux sulfureuses chroniqueuses, hein, Betsabé Salem et Myriam Aman. On va commencer avec vous, Myriam Aman. Alors les opérations de recherche ont repris ce matin pour retrouver l'avion d'Asia Air qui a disparu depuis hier. Très peu d'espoir, hein, il faut bien le reconnaître, pour retrouver des survivants. Les autorités indonésiennes ont même déclaré cette nuit que l'appareil s'était sans doute abîmé hier, mais c'est une vraie série noire ça pour la Malaisie. Oui, c'est en fait la troisième tragédie aérienne, hein. Il a eu, souvenez-vous, le vol MH370 qui a disparu des radars le 8 mars et depuis on n'a aucune nouvelle de cet avion qui apparemment se serait abîmé en mer, mais on n'en sait pas plus, on sait juste qu'il a perdu toute communication à un certain moment donné. Pendant 6 heures il a continué à voler puisqu'il y a eu quelques satellites qui ont pu le détecter et puis plus rien, donc on ne sait absolument rien de ce vol-là. Il y a eu aussi le MH17 qui lui s'est écrasé, vous vous en souvenez, en Ukraine le 17 juillet dernier, bilan 298 morts. Là, on a très vite su que c'était un missile certainement lancé par les rebelles qui pensaient atteindre un avion ukrainien et qui a donc touché l'appareil. Il faut savoir qu'il a survolé évidemment une zone de conflit, donc une zone de combat, et que les risques étaient plutôt élevés. Et puis hier, vous l'avez dit, le vol d'Air Asia avec à son bord 162 passagers. Là, on nous dit que l'enquête avance et que certains éléments sont déjà sur la table, mais on n'en sait finalement pas beaucoup plus parce que vous vous rendez bien compte que sans épave ni boîte noire, eh ben, on ne peut pas vraiment avoir d'autres éléments, d'autres informations. Alors dans le cas du vol MH17, hein, vous l'avez dit, c'était un missile qui est à l'origine de l'accident. Pour ce qui est d'hier, on n'a pas tellement de pistes. Hein. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer cette disparition? Alors on n'a pas vraiment de pistes, mais on a quelques éléments, on l'a dit, d'informations. Et d'ailleurs, certaines ont été livrées cette nuit par le directeur de Asia Airlines, et je vous propose de regarder. Les conditions météo n'étaient pas bonnes, mais à vrai dire, nous ne voulons plus spéculer. Apparemment, il y avait des nuages orageux et le pilote avait demandé à changer d'altitude. C'est tout ce que nous savons. Nous ne voulons pas spéculer et nous demander s'il y a un élément déclencheur ou pas. Nous ne savons pas vraiment. Trouvons l'avion et ensuite menons les recherches correctement. Notre capitaine était très expérimenté. Il avait déjà volé 20 000 heures et près de 7 000 heures avec Air Asia à bord d'un A320. Oui, vous voyez, la première piste qui est explorée, c'est d'ailleurs l'hypothèse la plus plausible aujourd'hui, et c'est celle que les experts mettent en avant, c'est un problème de conditions météorologiques très difficiles, avec sans doute la foudre qui aurait pu frapper l'avion. Ils disent même qu'un appareil, quel qu'il soit, même le plus performant, ne pourrait pas résister à une décharge électrique trop importante. Et voilà. Et puis on parle évidemment peut-être d'une erreur humaine conjuguée à cette condition météo difficile. Et hormis la météo, il y a d'autres pistes qui sont explorées? Il y a évidemment d'autres pistes comme par exemple l'état de l'avion qui va être évidemment étudié, mais là encore, en novembre dernier, il a passé avec succès un contrôle, cet avion-là. Il faut savoir que le A320, lui, n'a jamais eu de problème technique jusqu'à aujourd'hui, donc c'est une piste qui sera sans doute écartée. Il y a également la piste du pilote. Là, apparemment, il était expérimenté, donc de nouveau, une piste qui sera sans doute écartée. Et puis, la piste terroriste, Cyril, qui n'est pas pour l'instant écartée. On pourrait peut-être avoir un passager qui a tenté de détourner l'avion et
qui a échoué et donc l'avion s'est abîmé en mer, ou alors le pilote ou le copilote qui serait un djihadiste. Mais bon, là encore, il faudra étudier évidemment le profil de tous les passagers, le profil du pilote et du copilote. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet. Ce qui est étonnant, c'est quand même que les autorités ont tout de suite déclaré que l'avion s'était abîmé en mer, ce qui n'était pas le cas dans le cas du dernier accident. On avait mis beaucoup de temps à conclure à une certaine piste. Parce que pendant 6 heures, il continuait à voler. Et donc, du coup, on ne savait pas très bien. Il aurait pu atterrir quelque part, mais on ne savait pas où. Là, les choses sont claires, ça a disparu. Et puis, il n'y a plus de traces du tout de satellite ni rien de cet avion. Donc, Myriam Herman, merci. Je vous dis à demain. Et puis, on va tout de suite, sans transition, passer aux 5 clics de Bethsabée Salem. Alors, je ne sais pas si vous êtes tombé... Salem, oui, pardon, excusez-moi. Elle est tombée du clic-clac. Je ne sais pas si vous êtes tombé du clic-clac, mais en tout cas, les 5 clics ce matin, qu'est-ce qui vous a fait cliquer ce matin? Sur quoi vous avez... qu'est-ce qui a retenu votre attention finalement? Bon, on va rester sur ces problèmes de transport avec cette fois-ci ce ferry en proie à un incendie gigantesque au large de la Grèce avec des centaines de personnes à bord, 422 passagers, 56 membres de l'équipage, en majorité grec, mais beaucoup d'Italiens aussi. D'ailleurs, le bateau se dirigeait vers le port d'Ancône, donc en Italie, et cet événement fait la une de la presse italienne. Regardez la Repubblica avec ces heures dramatiques du Norman, dramatique d'autant qu'un passager grec a perdu la vie. 257 passagers se trouvaient toujours à l'aube ce matin à bord du ferry, dans la fumée, dans le froid. Il y a eu ces dernières heures des conditions météorologiques vraiment dantesques avec de la grêle, des vents extrêmement forts. Pour ceux qui ont été secourus, ils racontent que c'était la panique générale. La Repubblica publie le témoignage de 2 jeunes filles qui ont été sauvées. Elles racontent que c'était comme le Titanic. On voit maintenant la Stampa, on a vu la Stampa. Pour ceux qui sont encore pris au piège, ils appellent au secours. Ils citent, le Stampa cite un naufragé qui lance: on est pris au piège comme des souris, dépêchez-vous de nous sauver. Le quotidien qui, au passage, met déjà le doigt sur les conditions de sécurité de ce ferry et ces inspections qui avaient eu lieu il y a une dizaine de jours, qui avaient conclu à des lacunes d'ailleurs sur le plan de la sécurité. C'est d'ailleurs le Zoom qu'a choisi aussi le Corriere della Sera, toujours en Italie, avec cet extrait, vous allez voir, du rapport, c'est ce qu'on voit à l'écran, du rapport qui a été rédigé alors, donc il y a une dizaine de jours. On peut y voir notamment que les portes coupe-feu ne répondent pas aux normes, que du matériel d'urgence manque. Allez, on passe à votre deuxième clic, Bethsabée. Vous allez nous parler des ravages de Boko Haram. Oui, alors ça se passe au Cameroun, cette fois au Cameroun à la frontière avec le Nigeria, où les assaillants sont parvenus à hisser un drapeau, leur drapeau, dans un village du nord du pays. RFI raconte que les islamistes se sont attaqués à un camp militaire à Ashigashia, et en croire les témoignages relevés par les médias, les militaires ont finalement cédé. Ils se sont repliés, et c'est alors que les islamistes ont investi le village, et avec cet affrontement, une fois de plus, tuerie, exaction au sein de la population, sans compter l'exode des milliers de personnes qui se sont enfuies vers des localités plus à l'intérieur du pays. Et c'est d'autant plus inquiétant que l'armée camerounaise, et même dans cette région, est très bien fournie et en hommes et en moyens. Voilà, ça n'augure rien de bon. Allez, direction le Pakistan maintenant, où la série Homeland est loin de faire l'unanimité. Oui, Homeland serait même une insulte à leur pays, écrit Le Figaro. Alors on va resituer le scénario. Dans cette saison 4 de la dite série, alors vous avez l'envoyé de la CIA, donc Carrie Mathison, incarnée par Claire Danes, qui traque le chef terroriste Hassan Haqqani. Or, elle découvre que les services secrets pakistanais du pays protègent ce chef taliban. Résultat, aujourd'hui, les autorités pakistanaises se sont plaintes auprès des producteurs de la série. Après Pyongyang, Islamabad, Cyril, regardez, le New York Post rapporte les propos de l'ambassade pakistanaise à Washington. En gros, ces calomnies font du tort à la sécurité et au peuple américain. Attention, la menace monte, sans compter que, au-delà des insinuations selon lesquelles les services secrets pakistanais protégerait les terroristes, la série donne une très mauvaise image de la capitale Islamabad, un enfer sordide, une zone de guerre avec des fusillades, des bombes et des cadavres accessoirement éparpillés un peu partout. Effectivement, c'est pas très joli, touristiquement parlant. Ça peut susciter le courroux des hommes politiques. En Grande-Bretagne, Bethsabée, une autre polémique, celle de 41 millions de testaments qui sont mis en ligne. Oui, ça peut paraître glauque pour certains, en tout cas, je ne sais pas si c'est le mot british, mais ça marche. Pour d'autres, l'info a été mise en ligne par 20 minutes, ça se passe donc en Grande-Bretagne. Avis aux généalogistes amateurs, le gouvernement britannique a mis en ligne les archives testamentaires de l'Angleterre et du Pays de Galles qui remontent jusqu'en 1800.
1958. Il faut vraiment être curieux. Alors 41 millions de testaments, dont ceux d'hommes d'État, de Churchill, de Diana, de Charles Dickens. Alors comment ça se passe? Vous avez une base de données en ligne qui permet aux intéressés d'effectuer une recherche. Vous mettez un nom, une date et vous obtenez une copie en 10 jours moyennant la somme de 12 €. Voilà, ça vous intéresse? N'importe qui peut avoir accès à ces données? Exactement, voilà. Vous tapez un nom, une année et 12 €. Alors là, vous allez nous parler de quelque chose d'extraordinaire, c'est du iPhone 7. Le iPhone 6 il vient de sortir, mais vous nous parlez déjà du iPhone 7. Voilà, ils ont déjà des problèmes pour écouler l'iPhone 6, ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne rentre pas forcément dans la poche du jean, ou en tout cas ça tombe quand vous essayez. Alors là, le télégraphe qui semblait s'ennuyer pendant leur fête de Noël, eh bien semble déjà, cette lacet de l'iPhone 6 nous propose un iPhone 7 imaginaire, on va dire, qui a été dessiné par le designer Martin Ajek. Donc cet iPhone 7 qui devrait sortir en septembre 2015, on ne sait d'ailleurs pas si ça s'appellera l'iPhone 6 S ou l'iPhone 7, eh bien serait donc plus petit que l'iPhone 6 qui serait derrière lui. On remarque aussi que l'écran descend plus bas, vous allez le voir sur la photo suivante, l'écran qui descend plus bas et en fait le bouton est incrusté dans l'écran. Voilà, ils ont pensé que ça se passerait peut-être comme ça. Ça fait partie de ce qui a été donc imaginé pour ce prochain iPhone. Merci Betsabé, je vous dis. Comme quoi ça sert à rien d'acheter le 6, il y a bientôt le 7 qui sort. Il faut attendre le 7, vous avez bien raison. À suivre après un nouveau journal, on recevra ici l'acteur et réalisateur David Drache qui viendra nous parler du film de son père, Les Violons du Bal, présenté à Cannes et tout récemment à Jérusalem dans le cadre du festival du film juif. A tout de suite, ne bougez pas. Et voilà, on est de retour sur le plateau du Morning. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Et telle une araignée l'arpente pour nous la toile tous les matins, c'est Rudy Sada. Rudy Sada, bonjour. Bonjour. C'est très plaisir que vous soyez avec bienvenue à votre place. Alors Rudy, on va commencer évidemment par la revue du web avec une polémique qui enflamme les Twitter et les médias israéliens. De quoi s'agit-il? Alors regardez ce que les téléspectateurs de Channel 10, qui est la deuxième plus grande chaîne israélienne privée, ont vu toute la nuit sur leur télé. On va le voir. C'est un message avec donc ceci en hébreu. Dans 3 jours, la chaîne 10 cessera d'émettre, cher Premier ministre, qui utilise notre antenne pour faire sa promo et refuse de trouver une solution. Et c'est pour cela que les employés de la chaîne ont décidé d'arrêter cette nuit la diffusion d'Arutz SR, donc de Channel 10. C'est une attaque frontale donc pour Benjamin Netanyahou. Alors on va revenir. La photo est savamment choisie. Oui, aussi, c'est vrai. Alors on va revenir sur la situation. Depuis 2009, Channel 10 est en sursis dans les médias israéliens car sa dette est énorme. Elle est estimée à 1 milliard de shekels et les rumeurs de fermeture ont succédé avec le temps au plan de sauvetage. Alors sauf que dimanche, l'autorité a annoncé qu'il allait confisquer 36 millions de shekels, soit à peu près 10 millions de dollars de la dette de la chaîne, ce qui la condamne. C'est un peu technique, mais voilà, cela condamne plus ou moins la chaîne à fermer dans les prochains jours. Et les employés de la chaîne pointent la responsabilité du Premier ministre Netanyahou, comme vous le voyez sur cette image, et du coup se positionnent contre lui en pleine campagne électorale, une campagne qui ne fait que... Parce qu'il est ministre des télécommunications maintenant, il a le portefeuille des communications. Absolument. Alors du côté des internautes, donc, il est directement responsable, et c'est ce qu'ils disent, du côté des internautes israéliens qui commandent cet écran choc que tout le monde a vu pendant la nuit, les avis sont partagés. Alors Oded Sharon dit avec ironie qu'il peut comprendre Netanyahou vivre dans un simulacre de démocratie peut être fatigant à force, et à contrario à droite, Aaron Sar nous dit que ce soir en Israël vous pouvez voir l'hypocrisie de la gauche puisque la chaîne est dite ancrée à gauche. Et dans la classe politique, vous avez noté des réactions, Rudy? Oui, alors on est en période de campagne, donc évidemment les réactions en période de campagne sont nombreuses. Alors on pouvait s'attendre à celle de Nitzan Horowitz qui est du parti de gauche, Meretz. Alors il tweet ceci: le shutdown de Channel 10 est juste un aperçu de ce qui se passera ici si Netanyahou gagne encore un mandat. Mais alors plus surprenant, Naftali Bennett du parti Abait Yehudi, lui s'engage, mais aussi à sa manière, un peu en entrepreneur, et dit Channel 10 est un grand média qui a besoin de se diversifier. Alors au lieu de licencier des centaines d'employés, il est temps d'aider Channel 10, Arutz SR. Donc c'est une affaire de finance et de médias qui devient donc ce matin une affaire éminemment politique, donc à suivre. Allez, vous allez nous parler maintenant, Rudy Sadat, de cette vague de soutien incroyablement gigantesque pour le pilote de chasse jordanien capturé par l'organisation de l'État islamique, une manifestation virale qui ne faiblit pas. Oui, qui ne faiblit pas. Alors jeudi dernier, il a été capturé le 24 décembre. Daesh diffusait fièrement les photos comme celle-ci sur les réseaux sociaux
des débris de l'avion du pilote jordanien dans les rues de Raqqa sur le net et une vague sans précédent de soutien affluait sur les réseaux sociaux. Mais le fait marquant de cette vague de soutien, c'est que cette solidarité se fait sur les réseaux sociaux en langue arabe. Et ça, c'est important. En quelques heures, jeudi, une page intitulée une page de soutien intitulée « Nous sommes tous Maal Kazabeh », du nom du pilote, avait des dizaines de milliers de likes. Et puis regardez, le compte Instagram de la reine Rania de Jordanie, elle a posté, alors là c'est encore des messages de soutien, et on va voir le compte de la reine de Jordanie, elle a posté voilà ce dessin, c'est les couleurs du drapeau jordanien, avec l'insigne de l'armée de l'air en Jordanie, avec le nom du pilote inscrit en dessous, ce qui est devenu un logo complètement viral dans le monde arabe, et nombreux sont ceux qui dans le monde arabe envoient leurs messages de soutien, comme par exemple cet entrepreneur palestinien, on va voir sur son compte Twitter, qui dit je ne soutiens pas la guerre ou la violence, je crois en la mobilisation contre un groupe violent de psychopathes qui prennent en otage ma religion. C'est un son de cloche qu'on entend beaucoup, sauf que le souci c'est que les sympathisants de Daesh ont directement menacé certaines personnes qui allaient et soutenaient ce jeune homme sur la page Facebook. Donc c'est devenu aussi en Jordanie une cause nationale, et le gouvernement jordanien a indiqué que si il arrivait quelque chose au pilote, le groupe s'expose à de très graves conséquences. Fin de citation. Alors Odissada, vous avez choisi de refermer cette revue avec 2 chiffres. Oui, 2 chiffres. Alors le premier, c'est 3 milliards. C'est une entreprise américaine de défense des droits d'auteur aux compositeurs qui demande à YouTube de retirer 20 000 morceaux de musique de sa plateforme sous peine de poursuite judiciaire. Alors pourquoi? 42 artistes, dont Pharrell Williams, qui a comptabilisé 530 000 millions de vues de Happy sur YouTube, pensent qu'ils ne sont pas assez rémunérés par la plateforme de vidéo de Google. Alors il faut savoir que YouTube a dans le passé trouvé des accords pour diffuser de la musique et des clips via YouTube, sauf pour donc ces 20 000 morceaux où il n'y a pas un accord satisfaisant. Alors Global Music Right, donc c'est cette société d'auteurs, réclame 150 000 $ pour chaque vidéo publiée sans autorisation, soit un total donc de 3 milliards de dollars. Et ce n'est pas impossible de les avoir, ou en tout cas d'avoir une petite partie, car en cas de litige, YouTube a pris pour habitude de verser aux artistes entre 10 000 et 50 000 $ par vidéo. Donc il y aura sûrement une suite à cette affaire. Parce qu'on voit bien que les jeunes consomment de plus en plus de musique via YouTube. C'est leur un business model a été trouvé, des accords sont trouvés et les artistes sont rémunérés. Mais en tout cas, ces 20 000 artistes pensent ne pas être assez rémunérés par rapport à ce que génèrent leurs vidéos en publicité aussi. Dernier chiffre dit ? Oui, le dernier chiffre, 750 000 téléchargements illégaux en un seul week-end pour le film The Interview, après son énorme buzz et cette polémique entre les États-Unis et la Corée du Nord. Un piratage qui n'empêche pas aussi le film d'être un succès au cinéma, et il a fait un très bon démarrage ce week-end, même si on dit que le film est de qualité moyenne. En tout cas, toute cette polémique a profité à Sony, et donc là, même les internautes qui n'ont pas payé leur place sont allés le voir. 750 000 en un seul week-end, c'est un record. Odissada, la revue du web, c'est signé par vous chaque matin. Merci, je vous dis à demain. Direction Jérusalem-Est à présent, où un habitant a fondé un centre de capoeira. Vous savez, c'est cet art martial afro-brésilien. Et près de 200 jeunes s'y rassemblent chaque semaine. Les explications signées Léa Berdugo. La musique semble arriver tout droit du Brésil. Pourtant, la scène se déroule en plein cœur de Jérusalem-Est. Danse, musique, acrobatie, les plus jeunes s'essayent à la capoeira, un art martial qui aurait été inventé par les esclaves africains. Mahmoud Chiada, créateur du centre, a été intrigué par ce sport quand il l'a vu pratiqué par une compagnie brésilienne en visite à Jérusalem. On ne savait pas ce qu'ils étaient en train de faire. En tant que spectateur, je ne savais pas si c'était de la danse, de la gymnastique, du karaté ou du taekwondo. Donc on a rencontré un des entraîneurs, on a parlé avec lui, on a commencé à être en contact par Facebook pour essayer d'importer ce sport ici et le diffuser. Après la prière du vendredi, les acrobates en herbe vont présenter leur travail près de la mosquée Al-Aqsa. Et comme souvent dans la région, la politique n'est jamais très loin. Ces derniers temps, on s'est rassemblés à la mosquée Al-Aqsa tous les vendredis pour pratiquer la capoeira. Ça représente un espoir et un hobby pour les jeunes. C'est un moyen pour eux de se rencontrer et de délivrer un message. Après 1 an et demi de cours intensifs au Brésil, Mourhanad entraîne désormais les enfants. Selon lui, la capoeira est une manière pour les jeunes de canaliser leur énergie. Chacun a une énergie qui est enfouie. Elle doit être utilisée d'une manière positive. C'est le but de nos spectacles.
Près de 200 jeunes de Jérusalem-Est pratiquent aujourd'hui la capoeira sous l'œil bienveillant de plusieurs générations de Palestiniens. David Rach, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur, réalisateur. Vous avez présenté à Cannes cette année, plus récemment à Jérusalem, une version restaurée du film Les violons du bal. Après sa première projection, c'était en 1974. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien, Les violons du bal, c'est un film de famille, hein, si on peut dire, avec votre père qui est à la réalisation, et puis votre maman, Marie-Josée Natt, qui incarne le rôle principal de ce film, et vous-même, qu'on va découvrir en tant qu'enfant, et qui incarnait le rôle de votre père-enfant dans cette mise en abîme qu'est ce film. Je vous laisse faire le pitch peut-être avant qu'on regarde un extrait. C'est en effet une histoire de famille, un film de famille qui raconte l'histoire de mon père, enfant juif pendant la guerre. Et voilà, c'est un film qu'il voulait faire depuis toujours, qui était très important pour lui. Il a mis 18 ans pour arriver à trouver le financement de ce film. Et quand il a rencontré ma mère, il lui a proposé de jouer le rôle de sa sœur. Et puis finalement, puisque le temps passait, elle a joué le rôle de sa mère et j'ai eu la chance de jouer le rôle de mon père enfant. Alors on va voir un extrait tout de suite, hein, on en parle. Bon, eh bien ce que nous cherchons n'est pas là. Nous pouvons partir. Les Allemands sont chez moi! Vous me faites mal. Qui est à l'appareil? Pourquoi avez-vous dit ça? Parce que c'est vrai. Vous aurez de mes nouvelles, ma petite dame. Et d'abord, c'est faux. Nous sommes français. Vous vivez seul ici? Oui. Vous vous présenterez à 18h, rue Lauriston. David Rach, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir remasteriser ce film? C'était un film très important pour notre famille. J'ai perdu mon père il y a 25 ans et voilà, je me sentais une vraie responsabilité par rapport à son œuvre et particulièrement ce film qui est son film le plus personnel. Et nous avions eu la chance d'être sélectionnés à Cannes en 1974. Ma mère avait reçu le prix d'interprétation féminine pour ce film. Donc je trouvais ça important de pouvoir représenter ce film à Cannes cette année, 40 ans plus tard. Et le film a été a fait partie de nouveau de la sélection officielle dans le cadre de Cannes Classics. Et voilà, donc c'était très émouvant. On est tous revenus, enfin ma mère, mes deux frères, et voilà, on est venus représenter cette version restaurée. Alors vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission que c'était un film d'une incroyable modernité, d'une incroyable actualité. Pourquoi? Je trouve, mais ne serait-ce que dans la narration, dans la construction dramatique du film, puisque le film joue sur deux époques, le passé qui est tourné en couleur et qui raconte donc l'histoire de mon père enfant, et parallèlement la difficulté d'un metteur en scène, donc ça c'est la période actuelle, enfin 74, joué par mon père, puis joué par Jean-Louis Trintignant, mon père lui passe le flambeau, et qui raconte la difficulté d'un metteur en scène pour financer, raconter une histoire. Parce que papa a vraiment mis des années à trouver le financement de ce film. Personne ne voulait raconter et financer l'histoire d'un enfant juif pendant la guerre. Alors justement, ce film raconte donc les difficultés qu'a rencontré votre père à trouver des financeurs pour ce film, à cette difficulté à convaincre les producteurs de financer ce film. Aujourd'hui, il y a pléthore de films sur les épisodes douloureux de l'occupation, je pense notamment à Rafle du Veldiv. Qu'est-ce qui a changé selon vous entre les années 70 et les années 2000 ? Je pense que beaucoup de choses ont changé. Peut-être d'ailleurs que ce film a aidé, parce qu'à l'époque ça a été un gros succès public et critique, à ouvrir, je sais pas, à permettre d'autres films d'exister aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était extrêmement difficile. Personne ne voulait financer ce film. Le fait que la famille de mon père a eu beaucoup de chance, ils ont traversé cette période dramatique de l'histoire sans perdre aucun membre de leur famille. Donc ça, d'ailleurs, c'est dit dans le film à un moment donné. On disait l'histoire d'un enfant juif, des juifs morts. Peut-être, mais des juifs vivants, ça n'intéresse personne. Donc c'était quand même très très violent ce que mon père a pu entendre pendant de nombreuses années avant d'arriver. C'est un film de famille. On va voir, si vous voulez bien, un extrait. On vous voit, enfant, incarner le rôle de votre père-enfant dans cette jolie mise en abîme. D'accord.
Couleur. Oh là là, c'est dimanche. Bah tu fous, c'est mercredi. Ah non, c'est dimanche. Bon, ça va. Bien. Voilà. Il est dégueulasse ton décor. Non, ça s'est arrangé. On va mettre. Alors je cadre quoi? Grand-père. Hein? Comme ça. Oui. Micro. Bon. Non, on va sur le tableau. Ok. Moteur. Ça tourne. David. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, On fait quoi? une interview. Un interview ou des essais? Des essais. Bah là, tu me fais faire une interview. Pourquoi? Bah, parce que peut-être je vais faire... Bon, David Rache, il y a un peu d'eau qui a coulé sous le pont Oui, depuis. oui. Qu'est-ce que ça fait de porter l'œuvre de son père 40 ans plus tard à Jérusalem avec un film sur la Shoah? Est-ce que ça a une résonance particulière? Tout à fait, c'était très important pour moi d'avoir la chance de le montrer au Festival du film juif de Jérusalem, juste après Cannes, enfin quelques mois après Cannes. Et c'était très émouvant et les réactions étaient très belles et les gens étaient très très bouleversés et touchés par ce film. Vous disiez qu'il a eu beaucoup de succès, vous avez même dû rajouter d'autres projections. Voilà, c'était au départ une projection, c'est devenu une deuxième projection. Et puis les organisateurs du festival m'ont dit que c'était considéré comme un des films favoris du festival, de la sélection. Et ils m'ont demandé une troisième projection pour clôturer le festival mardi dernier avec le film dans la grande salle. David Rache, merci beaucoup d'avoir été avec nous merci ce matin. Bonne reçu. chance pour la suite des événements. Voilà, merci Rudy Sada. Voilà, ainsi s'achève cette édition. L'information continue sur i24 News. Je vous laisse en compagnie d'un nouveau journal et de Nathalie Nagar. Quant à moi, je vous retrouve dès demain aux aurores. Soyez au rendez-vous car vous le savez, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. À demain.